Je m'appelle Olivia Mosley. Je suis infirmière principale. J'ai passé 31 ans à apprendre à rester calme quand tout autour de moi s'effondre. Ce mardi soir, j'ai eu besoin de chacune de ces années. Lachette a choisi le restaurant, le genre d'endroit où l'éclairage est tamisé, les portions minuscules et où tout coûte plus cher qu'il ne le devrait. Nous étions installés à 7 heures. James était en face de moi, Lachette entre nous. Pendant les 20 premières minutes, c'était assez ordinaire. J'ai posé des questions sur le lieu. Elle a répondu par des phrases courtes. James a mangé sans jamais lever les yeux. Je me suis dit que c'était le stress. Les préparatifs d'un mariage sont éprouvants. J'ai laissé couler. Puis Lachette a posé sa fourchette et m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Calme, répétée, comme si elle avait pratiqué cette distance. Maman, est-ce que tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Évidemment, ma chérie. Je le pensais sans la moindre hésitation. Elle a hoché la tête lentement, comme si ma réponse était la clé dont elle avait besoin pour ouvrir la porte suivante. Alors, je ne veux pas que tu viennes à mon mariage. Contente-toi de payer les factures. Je l'ai entendu. Chaque mot. Je suis resté là, à encaisser pendant 3 secondes. Complète, tandis que le restaurant continuait de vivre autour de nous. Un serveur qui passait. Des verres qui tintaient quelque part derrière moi. Le bourdonnement tranquille des soirées ordinaires d'autres personnes. James a continué à manger. Il n'a pas marqué de pause, n'a pas levé les yeux, n'a pas bougé sur son siège. Cette immobilité m'en a dit plus que tout ce que Lachette avait pu dire. Un homme qui entend quelque chose d'aussi tranchant pour la première fois bouge. Il réagit. Il ne reste pas assis à couper son steak comme si l'air n'avait pas changé. Cette conversation avait été répétée. Il était dans la pièce quand elle a été écrite. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai pris ma serviette, je l'ai pliée une fois, je l'ai posée à côté de mon assiette et je me suis levé. Je n'ai rien touché d'autre sur la table. Je n'ai pas regardé James. J'ai regardé ma fille pendant exactement un instant, assez longtemps pour voir qu'elle attendait de voir ce que j'allais faire. Et puis je suis sorti. Le trajet vers la maison fut silencieux. Pas de radio, pas de larmes. J'observais James Whitfield depuis 2 ans. J'avais vu la façon dont il recadrait chaque conversation à mon sujet jusqu'à ce que je passe pour une menace. J'avais vu ma fille cesser de m'appeler le dimanche. J'avais essayé 2 fois de lui parler directement, et 2 fois elle l'avait choisi lui plutôt que la vérité. J'avais déjà décidé avant de m'asseoir que tout ce qui se passerait à cette table serait la dernière fois que je réagirais au lieu d'agir. Il me voulait humiliée et silencieuse. Il avait mal calculé sur les 2 points. Je paierais pour le mariage, non pas parce qu'il a gagné, mais parce que j'avais déjà pris une décision qui exigeait qu'il croie qu'il avait réussi. Je me suis garé dans mon allée, j'ai coupé le moteur et je suis resté assise dans le noir. À quelle heure regardez-vous ceci? Mettez-le en commentaire. Je veux savoir qui est debout avec moi ce soir. Je n'étais pas en colère. J'étais prête. Et j'avais déjà commencé. Le dîner n'a pas commencé au restaurant. Il a commencé 6 mois plus tôt, un mardi matin, lorsqu'une inconnue m'a trouvé via la page Instagram de ma fille. J'étais à ma pause déjeuner à l'hôpital quand le message est arrivé. J'ai failli l'ignorer. Le compte n'avait pas de photo de profil, à peine quelques abonnés et un nom que je ne reconnaissais pas. Mais la première ligne m'a glacé. Je connais James Whitfield et je pense que vous devez savoir ce que je sais. Son nom n'a pas d'importance pour cette histoire. Je
L'appellerai la femme qui m'a trouvé. Elle avait fréquenté James à Atlanta. Pendant près de 2 ans. Assez sérieusement pour rencontrer la famille, assez sérieusement pour croire à un avenir. Elle avait aussi travaillé comme fournisseur en lien avec l'entreprise où James gérait les achats. Avant de me contacter, elle a passé des mois à se demander si elle devait le faire. Elle me l'a dit elle-même plus tard. Au début, elle a essayé de passer à autre chose. Puis, elle a vu les photos de fiançailles de Lachette en ligne et a immédiatement reconnu James. Elle a dit qu'elle a fixé les photos pendant 2 jours avant de finalement m'envoyer un message, parce qu'elle ne pouvait pas regarder une autre femme entrer dans la même situation sans au moins essayer d'avertir quelqu'un. Ce qu'elle a envoyé n'était pas des commérages. C'était de la documentation, des emails, des dossiers d'appel d'offres, des messages internes, des preuves que James orientait les contrats vers des fournisseurs qui le payaient en privé. Quand l'entreprise a commencé à examiner discrètement les irrégularités, James a négocié une démission avant que l'enquête ne soit complète. Il a déménagé en Caroline du Nord et l'affaire s'est tassée avant de devenir publique. La femme qui m'a trouvé s'est retrouvée avec des documents dont personne ne voulait plus. Je n'ai pas tout cru immédiatement. J'ai passé près de 2 semaines à vérifier ce que je pouvais par le biais d'un directeur des ressources humaines à la retraite avec qui j'avais travaillé des années plus tôt. Une femme qui comprenait comment les enquêtes internes se déroulaient et à quoi ressemblait une documentation légitime. Même alors, il y avait des éléments que nous ne pouvions pas confirmer totalement, mais assez d'entre eux s'alignaient correctement pour que cela compte. Je suis resté assise avec tout cela pendant longtemps. Parce que le plus dur n'était pas la paperasse. C'était le fait que j'observais déjà James travailler sur ma fille bien avant que le message n'arrive. Pas bruyamment, discrètement. Les appels du dimanche 2 Lachette ont commencé à s'espacer environ 4 mois après le début de leur relation. James ne lui a jamais dit directement d'arrêter de m'appeler. Cela aurait été trop évident. Au contraire, il a recadré ce que ces appels signifiaient. Dépendance, immaturité, une femme adulte encore émotionnellement attachée à sa mère. Il a fait la même chose avec les vacances, les traditions, les vieux films que Lachette regardait avec moi après des semaines difficiles. Lentement, soigneusement, il a transformé les réconforts familiers en preuves qu'elle n'avait pas totalement grandi. Et après assez de temps, elle a commencé à me renvoyer son argumentaire avec sa propre voix. Cette partie a fait plus mal que le silence. J'ai essayé de lui parler directement 2 fois. La première fois, elle m'a dit que je voyais le mal partout. La deuxième conversation s'est terminée par 3 semaines de silence entre nous. Après cela, j'ai arrêté d'insister. Quand la femme d'Atlanta m'a envoyé ses dossiers, j'ai compris quelque chose clairement. Parler ne suffirait plus jamais. James avait déjà construit le mur. Il utilisait l'amour de ma fille pour lui comme mortier. Alors, j'ai arrêté de chercher une porte dans ce mur. J'ai commencé à faire attention aux fondations en dessous. À ce moment-là, les appels du dimanche avaient disparu depuis des mois. Chaque semaine sans entendre sa voix s'installait en moi tranquillement. Pas dramatiquement, juste persistamment. Comme toucher la même dent manquante encore et encore sans le vouloir. C'est là que j'ai arrêté d'espérer que les choses s'arrangent d'elles-mêmes et que j'ai commencé à agir prudemment. Les gens m'ont demandé après coup comment je pouvais payer pour un mariage auquel je n'étais pas invité. Je comprenais la question. De l'extérieur, cela ressemblait à une capitulation. Ce n'en était pas une. Je suis resté avec cette décision pendant près d'1 semaine après le dîner. Une partie de moi voulait retirer chaque dollar immédiatement et laisser James découvrir à quoi ressemblaient ses plans sans mon argent dessous. La partie blessée en moi voulait cela. Mais je connaissais trop bien James à ce moment-là. Pas la version que Lachette connaissait.
L'homme attentionné qui la faisait se sentir choisi. Je connaissais la version en dessous. L'homme capable de transformer n'importe quelle situation en preuve qu'il était la victime si on lui en donnait l'occasion. Si je retirais l'argent, il donnerait immédiatement. Une histoire à l'achète. Ta mère t'a abandonné. Ta mère a choisi la fierté plutôt que l'amour. Ta mère n'a jamais voulu que ce mariage fonctionne. Et à ce moment-là, ma fille l'aurait cru. Alors j'ai payé chaque facture. Tranquillement. Non pas parce qu'il a gagné, mais parce que j'ai refusé de lui donner une arme qu'il n'avait pas méritée. 2 semaines avant le mariage, j'ai passé un appel. Même là, j'ai hésité plus longtemps que les gens ne l'imaginent. Probablement. Je me souviens d'être resté assise à ma table de cuisine avec le numéro écrit sur un papier à côté de moi, me demandant si j'étais sur le point de m'immiscer trop loin dans quelque chose qui ne bougerait peut-être pas. L'homme que j'ai contacté travaillait dans la conformité, parallèlement au monde des achats dans lequel James opérait. Nous n'étions pas des amis proches. Plutôt des professionnels qui s'étaient croisés assez de fois au fil des ans pour reconnaître nos noms. Au début, il ne voulait pas s'impliquer. Il m'a dit directement au téléphone que les affaires internes au sein des grandes entreprises disparaissaient souvent discrètement à moins que la documentation ne soit étanche. Il m'a aussi prévenu que transmettre des informations vers le haut ne garantissait pas une action. Je l'ai respecté d'autant plus pour avoir dit cela. J'ai donc envoyé uniquement ce qui pouvait être clairement vérifié. Les communications des fournisseurs, les dossiers d'appel d'offres, les incohérences internes qui se répétaient trop souvent pour être ignorées. Confortablement. Puis j'ai attendu plusieurs jours. Rien ne s'est passé, assez longtemps pour que j'envisage sérieusement la possibilité que l'entreprise étouffe l'affaire discrètement et que James marche tout droit vers le mariage intact. Puis le contact de conformité a rappelé, non pas avec des promesses, juste avec la confirmation que les informations avaient été transmises en interne pour examen. C'était suffisant. Je n'avais pas besoin d'un coup d'éclat dramatique. J'avais seulement besoin que les choses bougent sous les pieds d'eux. James avant qu'il n'atteigne cet hôtel, convaincu qu'il avait sécurisé tout cela en permanence. Le mariage a eu lieu un samedi. Je n'y étais pas. Des gens que je connaissais y ont assisté, naturellement. Des amis de la famille, des relations de longue date, des gens qui se sont souciés assez pour me raconter à quoi ressemblait la journée par la suite. James a fait un discours lors de la réception. Il a remercié tout le monde de célébrer ce qu'il avait construit. Fourni à sa nouvelle épouse. Il a accepté les félicitations dans une salle que mon argent avait payée, jusqu'aux fleurs sur les tables. J'ai écouté le récit le lendemain matin autour d'un café. Je n'ai pas ressenti de colère. La colère est bruyante. Ce que j'ai ressenti était plus calme que cela. Le sentiment de regarder quelqu'un célébrer la stabilité alors qu'il se tenait sur un sol qui commençait déjà à se dérober sous lui. À ce moment-là, l'examen interne avait déjà commencé dans son entreprise. Rien de public, rien d'explosif, juste des questions commençant dans des pièces dont James ne savait pas qu'on parlait d'eux. Lui. Ce samedi soir, je suis resté seul dans mon salon. Pas de télévision, pas de musique, juste le silence et la compréhension qu'il ne restait rien en moi. Qui débattait de ce qui suivrait. Je n'étais pas amer. Je n'étais pas brisé. Et je n'étais pas la femme que James pensait avoir écartée à cette table de dîner. J'étais prête. 4 jours après le mariage, Lachette m'a appelé à 21h, et j'ai su avant qu'elle ne parle que quelque chose avait bougé. Sa voix avait cette tension particulière, le genre qui signifie qu'une personne a retenu quelque chose toute la journée et qu'elle a enfin manqué d'espace pour le contenir. Elle n'a pas commencé par « Allô ». Elle a dit « Maman, James a perdu son travail aujourd'hui. » J'ai laissé passer un temps. Que s'est-il passé ?
Elle ne savait pas vraiment. Il était rentré au milieu d'eux. L'après-midi, ce qui était inhabituel. Il lui a dit que l'entreprise l'avait licencié, qu'un examen interne avait fait surface, quelque chose de son passé. Que tout cela était sorti de nulle part, que quelqu'un l'avait piégé. Il était en colère de la manière dont les hommes effrayés sont en colère, bruyant à propos de tout sauf de la vérité réelle. Il n'arrête pas de dire que quelqu'un lui a fait ça, a dit Lachette. Tu penses que c'est possible? Je pense que les gens dans ce genre de poste se font des ennemis, ai-je dit. Prudemment. Comment vas-tu? As-tu ce dont tu as besoin à la maison? Elle a fait une pause à ce sujet. Ma question avait dépassé James et elle l'a remarqué. Nous allons bien. Je juste. Le timing est étrange, maman. 4 jours après. Le mariage. MHM, ai-je dit. Tu ne trouves pas ça étrange? Je pense que la vie n'attend pas les moments pratiques, ai-je dit. Est-ce qu'il se gère bien? Est-ce qu'il est calme? Elle a hésité juste assez longtemps pour me dire qu'il ne l'était pas. Mais elle a dit oui. Elle a dit qu'il allait bien. Elle le protégeait encore, même dans ce premier appel. Même quand sa voix racontait une histoire différente de ses mots. Nous avons parlé encore quelques minutes. J'ai demandé si elle avait mangé. Elle a dit que oui. Je lui ai dit de se reposer et que je l'aimais. L'appel s'est terminé chaleureusement, assez chaleureusement pour qu'elle ne ressente pas la distance que je gardais exprès. J'ai posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine et je suis resté là, dans le calme. L'examen interne s'était conclu plus vite que je ne l'espérais. Le professionnel de la conformité à qui j'avais transmis la documentation était minutieux. C'était pourquoi je l'avais choisi. Les dossiers d'appel d'offres, les paiements des fournisseurs, le schéma des contrats orientés. C'était assez. Plus qu'assez. L'employeur de James à Charlotte l'avait licencié de la même manière que son employeur d'Atlanta avait voulu le faire, mais n'avait pas pu. Discrètement, finalement, et sans possibilité de négocier sa sortie cette fois-ci. Il avait dit à Lachette que quelqu'un l'avait piégé. Il n'avait pas tort. Il n'avait simplement aucune idée d'où regarder parce qu'il n'avait jamais envisagé que la femme qu'il avait écartée de cette table de restaurant était le genre de femme qui agit avant de parler. Je n'avais pas placé ce domino le soir du dîner. Je n'avais pas placé celui-ci le soir du mariage. Je l'avais placé le jour où la femme d'Atlanta m'avait trouvé dans ma boîte de réception lors d'une pause déjeuner de mardi. Le jour où j'ai arrêté de parler et commencé à agir. Tout ce qui s'est passé entre ce moment et cet appel n'était que du timing. James était assis quelque part dans cet appartement en ce moment, construisant une liste d'ennemis dans sa tête. Anciens collègues, rivaux, quelqu'un d'Atlanta. Qui était enfin venu le chercher. Il pensait dans toutes les directions. Il n'a jamais regardé une seule fois derrière lui. C'était toujours là que serait son erreur. Les hommes comme James dépensent tellement d'énergie à gérer ce qui est devant eux qu'ils oublient de prendre en compte ce qu'ils ont laissé dans leur sillage. Le premier domino était tombé. J'ai lavé ma tasse, éteint la lumière de la cuisine et je suis allé me coucher. Il y avait encore à faire, et je n'étais pas pressé. 10 jours après le mariage, ma fille m'a appelé depuis une salle de bain. Je le savais à cause de l'acoustique, ce creux écho du carrelage et des portes fermées. Je l'avais entendu des années plus tôt quand elle avait 16 ans. Et qu'elle essayait de ne pas laisser ses amis l'entendre pleurer. Maintenant, à 31 ans, elle faisait la même chose, trouvant la plus petite pièce de l'appartement pour que James ne l'entende pas m'appeler. Elle n'a pas commencé par le vrai problème. Elle a tourné autour d'abord. Une facture qui est arrivée. Ce matin-là. Un appel téléphonique manqué. James ne voulait pas expliquer l'étrange sentiment qui s'était installé sur l'appartement depuis qu'il ne partait plus travailler chaque jour.
Je l'ai laissé tourner autour. Finalement, la vérité est sortie par morceaux. Leurs économies bougeaient plus vite qu'elle ne l'avaient prévu. James insistait sur le fait que des opportunités arrivaient. Mais sa confiance ne correspondait plus à la façon dont il regardait quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention. Il restait éveillé la nuit, lui criait dessus pour de petites choses, s'excusait après de manière qui semblait étrangement plus déstabilisante que la colère elle-même. Elle a parlé pendant longtemps. J'ai écouté. Quand elle s'est finalement tue, j'ai attendu une seconde de plus avant de parler. Oh, ma chérie, ai-je dit doucement. Je viens juste de commencer. Les mots sont sortis plus froidement que je ne l'avais prévu. Je l'ai senti immédiatement. Le silence après s'est étiré assez longtemps pour que je le compte. 4 secondes. 5. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle demandé finalement. Sa voix avait changé. Pas juste fatiguée. Alerte. Ça veut dire ce que ça a l'air de vouloir dire. Maman. Maintenant le mot sortait serré. Est-ce que tu as eu quelque chose à voir avec ça? Le voilà. Pas encore une suspicion totalement formée, mais assez proche pour être touché. Je me suis adossé contre la tête de lit et j'ai fermé les yeux un instant avant de répondre. Je t'ai dit avant le mariage que James n'était pas celui qu'il prétendait être. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Non, ai-je dit doucement. Ça ne l'est pas. Un autre silence. Je pouvais l'entendre respirer à travers le téléphone, rapidement, de manière contrôlée, essayant de ne pas devenir émotionnelle avant de comprendre quelle émotion elle ressentait même. Une partie d'elle savait déjà. Je pense que c'était ce qui l'effrayait le plus. Je t'aime, ai-je dit. Ça n'a jamais changé. Ce n'est pas une réponse non plus. C'est la seule que je puisse te donner ce soir. Elle a pris une inspiration assez forte pour que j'entende la frustration à l'intérieur. Puis elle a dit qu'elle ne savait pas pourquoi. Elle m'appelait encore parfois. Que chaque conversation avec moi ces derniers temps la laissait plus déstabilisée que réconfortée. Sa voix a craqué une fois sur le mot « déstabilisé » et elle l'a corrigé rapidement. Je ne me suis pas défendu. Il n'y avait rien d'utile à se défendre. Tout ce qui arrive en ce moment a commencé avant le mariage, ai-je dit prudemment. Bien avant cette table de dîner. C'est tout ce que je te dirai. La ligne est redevenue silencieuse. Cette fois, le silence semblait différent. Le silence de la réflexion, le genre où quelqu'un rejoue de vieilles conversations en temps réel. Et découvre de nouvelles significations à l'intérieur. Je savais qu'elle se souvenait du restaurant maintenant. La serviette pliée, la façon calme dont je suis sorti, le fait que je n'ai jamais argumenté une seule fois. Qu'est-ce qu'il a fait, a-t-elle demandé soudainement. Pas qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'il a fait qui comptait? J'ai regardé vers la fenêtre sombre de la chambre. Mange quelque chose ce soir, ai-je dit doucement. Essaie de dormir. Je t'aime. Elle ne m'a pas répondu, mais elle n'a pas non plus argumenté à nouveau. Elle a raccroché doucement. Je suis resté là à tenir le téléphone un moment après la fin de l'appel. Pas avec regret exactement, plus avec la compréhension que quelque part à l'intérieur de tout cela, ma fille était toujours la personne que j'avais essayé d'atteindre. James était quelque part de l'autre côté de cette porte de salle de bain, construisant encore des théories dans toutes les directions sauf la bonne. Il pensait que le pire était déjà arrivé. Il n'avait aucune idée que le véritable effondrement venait juste de commencer. La première enveloppe est arrivée un mercredi. L'achète m'a appelé à ce sujet sans l'appeler ce que c'était. Elle a dit qu'un relevé de crédit était arrivé à son nom pour un compte qu'elle ne reconnaissait pas. Le
Solde était de 4000 et quelques. Elle a supposé que c'était une erreur. Elle allait appeler la banque. Sa voix était assurée comme le deviennent les voix. Quand une personne travaille dur pour croire à sa propre explication. Je lui ai dit d'appeler la banque. Je lui ai dit de noter tout ce que le représentant disait. Je lui ai dit de garder l'enveloppe. 3 jours plus tard, il y en avait une autre, un compte similaire, un solde similaire. Puis un relevé de prêt, un prêt personnel contracté 6 semaines avant le mariage. L'heure de nom dessus, un solde qu'elle n'avait jamais vu ni signé à aucun moment dont elle puisse se souvenir. Elle a confronté James. Elle m'en a parlé après par morceaux. La façon dont vous décrivez quelque chose que votre esprit essaie encore d'organiser. Elle lui avait demandé directement à qui sont ces comptes. Quand as-tu contracté ce prêt? Pourquoi mon nom est-il sur quelque chose que je n'ai jamais accepté? Il lui avait répondu. Techniquement, il avait utilisé des mots qui ressemblaient à des explications sans expliquer réellement quoi que ce soit. Et quand elle a insisté une deuxième fois, il a fait la même chose avec des mots différents. La troisième fois qu'elle a demandé, il n'a pas utilisé de mots du tout. Il ne l'a pas frappé. Je veux être précise à ce sujet parce que la distinction compte pour les personnes qui n'ont jamais été dans une pièce avec un homme qui a décidé de vous rappeler ça. Taille sans vous toucher. Il a bloqué l'encadrement de la porte quand elle s'est dirigée vers elle. Il a pris son poignet quand elle a tendu la main vers son téléphone. Pas violemment, fermement, de la manière qui communique que votre mouvement n'est pas votre propre décision en ce moment. Il a rapproché son visage du sien et a parlé sur un registre qu'elle n'avait jamais entendu de lui auparavant. Calme, contrôlé, spécifique. Puis il a reculé, a ajusté sa chemise. Et lui a dit qu'elle réagissait de manière excessive. Elle ne m'a pas appelé. Cette nuit-là. Le lendemain matin, elle est restée dans la salle de bain et a regardé son poignet à la lumière. Il y avait des bleus le long de l'intérieur là. Où ses doigts avaient été. Elle est restée là pendant un long moment. Puis elle a sorti son téléphone et l'a photographié. Elle m'a dit plus tard qu'elle ne savait pas totalement pourquoi elle l'avait fait à ce moment-là. Ce n'était pas une décision exactement, plus comme quelque chose que son corps comprenait avant. Que son esprit ne rattrape. Elle a créé un dossier, l'a verrouillé avec un code séparé et y a mis la photo. Puis elle a mis son téléphone dans sa poche et est allée préparer le petit déjeuner comme si rien ne s'était passé. Parce que c'est ce que vous faites quand vous n'êtes pas prête à nommer ce qui se passe. Vous faites le petit déjeuner. Vous continuez à bouger. Vous vous dites que c'était le stress. James avait aussi commencé un nouveau schéma à ce moment-là. Chaque conversation sur l'argent, sur l'appartement, sur le dîner, sur rien, arrivait éventuellement au même endroit. Olivia, sa mère, était l'interférence. Sa mère ne l'avait jamais accepté. Sa mère était la raison pour laquelle l'énergie dans leur foyer semblait mauvaise. Si Lachette créait simplement de la distance avec cette relation, tout le reste trouverait son équilibre. Lachette a arrêté de répondre à cette partie. Elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas été d'accord. Elle a juste laissé passer à travers la pièce sans atterrir. C'était nouveau. James l'a remarqué. Il n'a rien dit à ce sujet, mais il l'a remarqué. Ce soir-là, elle a verrouillé son téléphone et l'a posé face contre table sur la table de chevet. Elle ne savait pas encore ce qu'elle construisait à l'intérieur de ce dossier. Elle ne savait pas encore qu'elle se protégeait déjà, mais elle le faisait. Pendant que James était à la maison en train de cycler à travers des théories, je faisais mon deuxième mouvement. C'était plus calme que le premier. L'examen de conformité qui lui avait coûté son travail avait été une documentation directe, un processus formel, une conséquence visible.
Ce que j'ai fait ensuite ne laissait aucune paperasse du tout. Grâce à des années dans les achats hospitaliers, je connaissais des gens à travers des cercles professionnels qui se chevauchaient. Pas des amis proches, juste assez de relations construites lors de conférences, de réunions de fournisseurs et de longues carrières passées autour des mêmes types de pièces. 2 de ces contacts avaient des liens indirects avec les cercles d'achat liés à l'ancien employeur de James à Atlanta. Pas assez proches pour connaître les détails, assez proches pour reconnaître ce que suggérait une certaine documentation. Je ne les ai pas contactés moi-même. Au début, j'y ai pensé, puis j'ai décidé contre. Trop risqué, trop personnel. Au lieu de cela, j'ai transmis des informations limitées par le biais d'un collègue qui a accepté seulement de dire qu'il y avait des préoccupations autour de la conduite professionnelle antérieure de James que les gens pourraient vouloir examiner avant d'attacher leur nom à lui. L'un des hommes n'a jamais répondu du tout. L'autre a renvoyé un court message. Apprécie l'avertissement. Je serai prudent. C'était tout. Pas de coup d'éclat dramatique, pas de campagne secrète, juste une hésitation introduite dans des pièces où James avait besoin de confiance pour survivre. À l'époque, James construisait vers un arrangement de conseil qui aurait pu tout stabiliser pour lui financièrement, un atterrissage en douceur après avoir perdu son poste. Le genre d'opportunité construite principalement sur la réputation et la confiance. Mais perdre le travail de Charlotte avait déjà commencé à l'endommager avant que tout ce que je transmettais n'atteigne qui que ce soit. Les gens dans ces cercles remarquent les départs soudains. Ils posent des questions discrètement. Parfois, l'hésitation se propage d'elle-même. Pendant un moment, rien ne s'est passé. Puis les réunions ont commencé à être reportées. Les appels se sont étirés. Une conversation que James s'attendait à mener quelque part a soudainement stagné sans explication. Même alors, je ne savais pas si c'était à cause de ce que j'avais envoyé, à cause de son licenciement lui-même, ou parce que les gens dans ces cercles avaient déjà commencé à entendre des choses indépendamment. Les réseaux professionnels parlent discrètement longtemps avant de parler ouvertement. Je savais seulement que l'élan avait changé. Lachette l'a mentionné un soir sans réaliser ce qu'elle décrivait. Elle a dit que James attendait une opportunité qui semblait soudainement incertaine, qu'il vérifiait son téléphone plus souvent, qu'il semblait irrité par le silence qu'il ne pouvait pas contrôler. Elle a aussi dit qu'il avait commencé à passer des entretiens différemment, des réponses plus courtes, plus de défensives, parfois trop impatients, parfois distraits. Le genre de petits changements que les gens remarquent quand quelqu'un est sous pression. Qu'ils comprennent la raison ou non. À la maison, il s'était recalibré, aussi. L'incident du poignet avait été une perte de contrôle, et James n'était pas assez imprudent pour répéter des erreurs visibles rapidement. Ce qu'il a remplacé était plus subtil. Il est devenu attentionné à des moments imprévisibles, faisant du café, posant des questions sur sa journée, touchant son épaule légèrement au passage, puis émotionnellement absent une heure plus tard sans transition. Cette incohérence l'a déstabilisé plus que la colère ne l'avait fait. Elle m'a dit qu'il était devenu plus calme. J'ai demandé quel genre de calme. Elle a réfléchi pendant une seconde avant de répondre. Le genre qui semble attendre quelque chose. C'était exactement ça. Les hommes comme James dépendent du mouvement vers l'avant, de leur image, de leur réseau, de leur influence sur les gens. Quand ces choses stagnent, ils ne s'effondrent pas immédiatement. Ils deviennent vigilants. Il était assis en face de ma fille chaque soir, jouant toujours la stabilité. Assez agréable pour que rien ne puisse être pointé directement. Assez distant pour qu'elle ressente une tension de toute façon sans comprendre totalement pourquoi. J'avais passé des années autour d'hommes comme ça dans des réunions, dans des négociations. Dans des pièces où le pouvoir bougeait discrètement sous la conversation polie.
Je savais ce que signifiait cette immobilité. Cela signifiait que James cherchait son prochain mouvement, et j'ai compris à ce moment-là que tout ce qui viendrait ensuite ne resterait pas petit. Elle l'a trouvé un jeudi après-midi, dans la poche gauche de sa veste. Elle ne cherchait rien. Vérifier les poches. Avant, la lessive était quelque chose qu'elle faisait depuis toute sa vie d'adulte. Une habitude que sa mère lui avait donnée en fait quand elle avait 17 ans et qu'elle avait ruiné une bonne veste en laissant un stylo dans la poche de poitrine. James savait qu'elle le faisait. Il l'avait vu le faire des dizaines de fois au cours des années qu'ils avaient passées ensemble. Le reçu provenait d'un restaurant à Raleigh. Dîner pour deux. La date dessus était le samedi de leur week-end d'anniversaire. Le week-end où James lui avait dit qu'il assistait à une conférence à Greensboro. Elle est restée dans la buanderie et l'a lu 2 fois. Puis elle l'a retourné comme si le dos pouvait offrir une explication différente. Ce n'était pas le cas. Elle est restée là pendant un long moment. Elle n'est pas allée vers lui. Elle n'a pas élevé la voix dans le couloir ou n'est pas apparue dans l'encadrement de la porte de n'importe quelle pièce où il se trouvait avec le reçu à la main exigeant un compte. Elle y a pensé. Elle a ressenti l'attraction de cela. Cette colère particulière qui veut bouger immédiatement, qui veut que la confrontation se produise tout de suite. Pendant que le sentiment est assez chaud pour la porter à travers. Elle n'a pas bougé. Au lieu de cela, elle a sorti son téléphone, a photographié le reçu sous la lumière de la buanderie et a ouvert le dossier verrouillé. La photographie du poignet était déjà dedans. Maintenant, il y en avait 2. Elle a mis le reçu physique au fond de la poche de son propre manteau, a fini de trier la lessive. Et a démarré la machine. Puis elle m'a appelé. Elle n'a pas mentionné le reçu. Elle n'a pas mentionné le dossier. Elle a demandé comment j'allais. Juste ça, de la manière ordinaire, la façon dont elle ouvrait les appels avant que James n'ait recadré même cela comme quelque chose de suspect. Je lui ai dit que j'allais bien. J'ai demandé à propos de sa semaine. Elle a dit qu'elle avait été longue. J'ai dit la mienne, aussi. Nous avons parlé de la façon dont nous avions l'habitude de parler les dimanches soirs avant que les dimanches ne s'arrêtent. Rien d'urgent, rien qui ait besoin d'être résolu, juste 2 voix qui se tiennent compagnie à travers la distance. J'ai demandé si elle mangeait correctement. Elle a dit principalement. Je lui ai dit que j'avais vu quelque chose à la télévision qui m'avait rappelé un film que nous avions l'habitude de regarder ensemble quand elle avait 20 ans. Elle s'en souvenait. Nous avons parlé de ça pendant un moment. Je n'ai pas poussé. Je n'ai pas posé de questions sur James. Je n'ai laissé aucune porte ouverte qu'elle se sentirait obligée de traverser. J'ai juste gardé la ligne chaude et facile et je l'ai laissé définir le rythme de chaque sujet. Quand nous avons raccroché, je suis resté avec l'appel un moment. Quelque chose en lui avait été différent, non pas dans ce qu'elle disait, mais dans comment elle le disait. La tension qui vivait dans sa voix depuis des mois s'était légèrement relâchée. Pas partie, juste relâchée. Elle m'a dit plus tard ce qui s'était passé après qu'elle ait posé le téléphone. Elle s'est assise sur le bord du lit et a remarqué que ses épaules s'étaient abaissées. Elle n'avait pas réalisé jusqu'à ce moment-là qu'elle les avait tenues près de ses oreilles pendant des semaines. L'appel était la première fois que son corps avait lâché quelque chose depuis avant le mariage. Elle n'était pas prête à dire qu'elle avait eu tort. Cela viendrait. Mais quelque chose en elle avait tranquillement arrêté de choisir la mauvaise chose. Elle a expiré. Lentement dans une pièce vide sans personne qui regardait. C'était petit. C'était sans témoin. Et c'était le début pour elle de retrouver son chemin. James a remarqué le changement chez Lachette avant qu'elle ne le remarque. Totalement elle-même. C'était toujours son don. Lire les gens plus vite qu'ils ne réalisaient qu'ils étaient lus.
C'était la même qualité qui le rendait convaincant au début. Cette attention focalisée qui faisait que les gens se sentaient profondément compris. Ce que Lachette commençait seulement à comprendre était qu'il utilisait le même instinct en sens inverse, aussi. Sentir. Les gens s'éloignaient avant qu'ils ne partent réellement. Il a cuisiné un vendredi soir. Rien d'élaboré, juste le plat de pâtes qu'il avait l'habitude de faire au début de leur relation. Celui que Lachette lui avait une fois dit lui rappelait le réconfort. L'appartement sentait chaud quand elle est rentrée du travail. James était debout à la cuisinière et a souri quand il a entendu la porte s'ouvrir. Elle m'a dit plus tard qu'elle s'était mise en garde de ne pas laisser une soirée douce effacer des mois d'observation. Quand ils se sont assis pour manger, James a parlé prudemment. Pas dramatiquement, prudemment. Il a dit que perdre son travail l'avait secoué plus fort qu'il ne l'avait admis, qu'il était devenu en colère et défensif et avait pris trop de cette pression sur elle. Il s'est excusé pour la distance, pour la tension dans l'appartement, pour la faire se sentir seule pendant qu'il se dénouait. Sa voix sonnait sincère de la manière répétée dont certaines personnes apprennent la sincérité après des années à avoir besoin qu'elle fonctionne. Puis il a abordé Atlanta, non pas comme une confession, plus comme un homme essayant de contrôler une histoire. Avant que quelqu'un d'autre ne la raconte en premier. Il a dit qu'il y avait eu une femme là-bas il y a des années, quelqu'un connecté professionnellement à son travail. Il a affirmé que les choses entre eux étaient devenues désordonnées. Après qu'il ait mis fin à la relation. Que des malentendus à l'intérieur d'eux. L'entreprise ont suivi après coup et ont endommagé sa réputation plus qu'il n'aurait dû. Il n'a jamais admis de fraude, n'a jamais admis de manipulation, mais il a continué à tourner autour du même langage, relation. Avec les fournisseurs, chauchement professionnel, des gens essayant de réinterpréter des situations après coup. Il a dit qu'il avait passé des années à craindre que son passé ne finisse par le rattraper en Caroline du Nord. Ses yeux étaient humides quand il a fini. Lachette m'a appelé depuis la salle de bain 40 minutes plus tard avec la porte verrouillée. Elle n'appelait pas parce qu'elle le croyait totalement, mais elle oscillait assez pour se faire peurer. Je pense qu'une partie d'elle avait besoin de quelqu'un pour stabiliser la ligne. Qu'elle commençait à desserrer. Elle m'a dit tout ce qu'il avait dit. J'ai écouté sans interrompre. Quand elle a fini, je suis resté silencieux un moment. Raconte-moi encore la partie sur Atlanta, ai-je dit. La femme? Elle l'a répété. Lentement cette fois, j'ai demandé exactement comment il décrivait sa connexion à son travail, s'il mentionnait les fournisseurs. Directement ou s'il continuait à parler autour. Lachette a réfléchi pendant une seconde. Il n'arrêtait pas de dire chevauchement professionnel, a-t-elle dit. Doucement. Mais il a mentionné les fournisseurs une fois. J'ai fermé les yeux brièvement. Puis j'ai dit, Lachette, laisse-moi. Je lui ai dit assez. De la vérité pour que ça compte. Pas la documentation entière, pas le processus. De conformité, juste la pièce essentielle. La femme que James venait de décrire m'avait trouvé via Instagram 6 mois avant le mariage. Elle m'avait contacté. Parce qu'elle pensait que James avait déjà fait cela auparavant. Façonner des histoires, enterrer les conséquences et déplacer les villes avant que la vérité complète ne le rattrape. Tout ce qui lui arrivait maintenant remontait à ce contact. La ligne est devenue silencieuse, pas un silence choqué. Un silence qui s'installe. Il ne sait pas, ai-je dit doucement. Il pense encore que personne n'a connecté les pièces. Lachette n'a pas répondu pendant un long moment. Quand elle a finalement parlé, sa voix sonnait différemment, moins émotionnelle, plus éveillée. Je t'appellerai demain, maman. Cette fois. Elle n'oscillait plus. 3 jours après le dîner d'excuses, Lachette m'a appelé à 23 heures avec 3 mots. Tu avais raison. Je veux vous dire ce
Qui s'est passé avant cet appel? James avait laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine quand il est allé se doucher ce soir-là. Lachette bougeait autour de la cuisine, nettoyant après le dîner, ne cherchant rien, pas suspecte de manière active, juste présente dans le rythme ordinaire d'une soirée. L'écran s'est allumé. Elle y a jeté un coup d'œil de la façon dont n'importe qui jette un coup d'œil à un écran qui s'allume à proximité. Le contact était enregistré sous une seule initiale. Elle a pris le téléphone. Elle m'a dit plus tard qu'elle n'avait pas pris la décision de regarder. Ses mains bougeaient simplement déjà. Elle a ouvert le fil. Ce qu'elle a trouvé n'était pas une flirtation. Ce n'était pas une vieille conversation que quelqu'un avait manqué de supprimer. C'était actuel, cohérent et intime d'une manière qui avait sa propre histoire entière, ses propres références, son propre langage, sa propre version de James qui courait parallèlement à celle avec laquelle Lachette vivait. L'autre femme écrivait de la manière dont les gens écrivent quand ils croient qu'ils sont aimés totalement sans compétition. Les messages racontaient l'histoire complète sans le vouloir. James ne cessait de dire à la femme que les choses étaient compliquées à la maison, que Lachette dépendait de lui plus que les gens ne le comprenaient, qu'il essayait de gérer les choses prudemment avant de faire des changements. Il y avait des messages de la semaine du mariage, des chaleureux, des prometteurs. Il y avait des messages de 2 jours après parlant de comment tout se réglerait bientôt et comment il avait juste besoin de temps. Lachette a photographié chaque écran méthodiquement. Elle a parcouru tout le fil. Depuis le message le plus récent vers l'arrière, écran par écran, et a transféré tout vers son propre numéro. Puis elle a placé le téléphone de nouveau sur le comptoir exactement comme elle l'avait trouvé. Face contre table, même angle, et est allée vers la chambre. Elle s'est assise sur le bord du lit. Elle n'a pas pleuré. Elle m'a dit ça, et je l'ai cru parce que je connais ma fille, et je connais la différence entre les choses qui vous brisent ouvertes et les choses qui ferment simplement quelque chose en vous en permanence. C'était le deuxième genre. La façon dont une porte se ferme quand la personne de l'autre côté a finalement compris qu'il n'y avait rien de gauche à retourner. Elle est restée là jusqu'à ce qu'elle entende la douche se couper. Puis elle s'est déplacée vers le salon, a allumé la télévision et l'a regardée sans la voir pendant que James sortait et bougeait autour de l'appartement et lui a finalement dit qu'il allait au lit. Elle a dit bonne nuit. Elle a attendu une autre heure. Puis elle m'a appelé. Elle n'a pas expliqué ce qu'elle avait trouvé. Elle n'a pas parcouru les messages ou décrit l'autre femme ou raconté les détails de ce que James avait dit. Elle a juste dit ça. Tu avais raison. 3 mots portant tout le poids de 2 ans. Je n'ai pas dit, je te l'avais dit. Il n'y avait rien en moi qui le voulait. Je ne lui ai pas demandé de détails ou ne l'ai pas poussé vers quoi que ce soit en ce moment. J'ai dit, ok, ma chérie. Maintenant on bouge. Elle a expiré longuement et lentement comme si quelque chose qu'elle portait depuis longtemps venait d'être posée sur ma fin de ligne. Plutôt que la sienne. J'étais prête pour cet appel depuis la nuit du dîner. Je l'avais su qu'il arrivait. Je l'avais su parce que je connaissais James, et je connaissais ce que les hommes comme lui laissent toujours éventuellement derrière eux. La question n'était jamais si. Ce n'était que quand. Maintenant. Je savais. Nous l'avons planifié à travers 4 jours et des appels qui n'ont jamais duré plus de 10 minutes. Les appels courts étaient plus sûrs. James surveillait la durée sans apparaître le faire. Elle l'avait remarqué des mois auparavant. La façon dont son attention s'aiguisait quand elle sortait d'un long appel. Les questions qui suivaient déguisées en conversation décontractée. 10 minutes ne lui donnaient rien avec quoi travailler. 10 minutes était juste une fille qui vérifiait sa mère. James gardait toujours une réunion de réseautage le jeudi. Pas de revenus,
pas de perspective, pas de réelle raison d'y assister. Mais il y allait chaque semaine sans faute parce que la Réunion était l'un des derniers endroits où les gens le traitaient encore comme l'homme qu'il était auparavant. La fierté est coûteuse de cette manière. Elle le gardait hors de l'appartement de 6 heures à au moins 9 heures. Jeudi était notre fenêtre. Je me suis garé dans le parking du complexe à 5 heures et lui ai envoyé un message, un mot, prête. Elle est descendue en 2 voyages, essentiels seulement, ses documents dans un dossier qu'elle avait préparé 4 jours plus tôt, ses médicaments, 2 sacs de vêtements, et le téléphone verrouillé avec tout dedans. Elle a bougé rapidement. Et sans cérémonie, la façon dont les gens bougent quand ils ont pris une décision si totalement que le corps rattrape simplement ce que l'esprit a déjà fini. Elle a laissé sa clé sur le comptoir de la cuisine à côté de l'égouttoir. Ce placement était délibéré. James posait toujours son portefeuille là quand il passait la porte. Il rentrerait à la maison, poserait son portefeuille, et sa main atterrirait à côté de sa clé avant qu'il ne comprenne ce qu'il voyait. Ce moment d'habitude ordinaire interrompu par la chose qui a tout fini. C'était ce qu'elle a choisi de lui laisser. Pas de note, pas d'explication, juste une clé. Dans une place familière qui signifiait soudainement quelque chose d'irréversible. Il a appelé 18 fois entre 9h15 et minuit. Lachette était dans sa chambre d'enfance avec le téléphone face contre table sur la table de chevet. Elle n'a pas répondu une fois. Elle m'a dit plus tard qu'elle s'attendait à ce que ce soit plus dur, que le son de son nom sur l'écran tirerait sur quelque chose. Ce n'était pas le cas. Elle a dit que ça ressemblait à regarder quelqu'un frapper à la porte d'une maison à laquelle il n'avait plus l'adresse. Je suis resté debout. J'ai fait du thé que je ne voulais pas particulièrement et je suis resté assise dans la cuisine où je pouvais entendre à la fois la porte d'entrée et le couloir vers sa chambre. Pas parce que j'attendais quoi que ce soit, juste parce que c'était sa première nuit et que j'étais sa mère et rester assise était la seule chose qui restait que je pouvais faire pour elle ce soir-là. Vers 1h du matin, les appels se sont arrêtés. L'appartement est devenu totalement calme. J'ai marché vers l'encadrement de sa porte et je suis resté là un moment. Elle dormait, pas effondrée, pas recroquevillée sur elle-même là. Façon dont les gens dorment quand le chagrin les a submergés. Juste au repos, à plat sur son dos, un bras à son côté, respirant dans le rythme lent et égal de quelqu'un dont le corps a enfin reçu la permission d'arrêter de performer. Elle avait performé la sécurité pendant si longtemps, arrangeant son visage, gérant ses réactions, calculant chaque mot avant qu'il ne quitte sa bouche. Tout cela. Chaque jour de cela. Épuisant de la manière qui devient seulement visible une fois qu'il s'arrête. Je suis retourné à la cuisine, j'ai fini le thé, j'ai regardé la porte. Ce n'était pas une victoire. Pas encore. Il y en avait plus. Qui arrivait et je le savais. Mais c'était la première vraie nuit de quelque chose qui semblait comme le début de cela. J'ai regardé la porte jusqu'au matin. 4 jours après son départ, Lachette est venue me trouver dans la cuisine. Avec son téléphone déjà à la main. Elle n'a rien dit au début. Elle s'est assise en face de moi à la table, a placé le téléphone face contre table entre nous, et l'a fixé un moment avant de le retourner et de le faire glisser vers moi. J'ai lu le message une fois, puis encore. James avait trouvé ce qu'il croyait être sa dernière pièce de levier. Des photographies privées que Lachette avait partagées avec lui pendant la relation. Le genre que les gens partagent quand ils croient qu'ils sont en sécurité avec quelqu'un. Son message était court, contrôlé. Soigneusement écrit pour atterrir exactement là où il voulait qu'il atterrisse. Revient où il les publierait. Il a nommé 2 personnes spécifiquement, un cousin et une femme avec qui Lachette travaillait. Il voulait qu'elle imagine les retombées avant même que quoi que ce soit n'ait été fait. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé ma fille. Elle se tenait très immobile. La honte
était arrivé avant la colère. Pas la culpabilité. Lachette n'avait rien à se sentir coupable. Mais l'humiliation de réaliser que quelqu'un en qui vous aviez confiance avait tranquillement catalogué votre vulnérabilité comme future munition. Elle n'avait presque pas montré le message. Elle a admis cela après un moment. Même maintenant, il y avait des choses difficiles à placer devant votre mère. Elle était restée assise en haut avec le téléphone pendant près de 2 heures avant de descendre. J'étais contente qu'elle l'ait fait. A-t-il envoyé quelque chose déjà, ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Elle avait déjà vérifié avec les 2 personnes qui l'avaient mentionné. Rien n'avait été envoyé. Cela comptait. Les hommes comme James voulaient souvent la conformité. Plus que la destruction. Une fois que ces photographies étaient publiées, il perdait le contrôle de la menace. En ce moment, il essayait encore de l'effrayer. Pour qu'elle revienne en position. C'était la fenêtre. Bien, ai-je dit. Doucement. Alors nous avons encore le temps de bouger correctement. Elle m'a regardé prudemment après cette phrase. Pas suspecte exactement, plus consciente, comme si elle commençait à comprendre que certains du calme qu'elle avait pris pour de la passivité ces derniers mois avaient été en fait de la préparation. J'ai pris mon téléphone et je suis entré dans le couloir. La vérité est, je n'avais pas déjà le contact parfait qui attendait. Après l'incident du poignet, j'avais commencé à chercher tranquillement parce que j'avais compris que James s'intensifiait. Mais trouver la bonne personne a pris plus de temps que je ne l'avais prévu. Un bureau m'a renvoyé ailleurs. Un autre n'a jamais retourné mes appels. Un défenseur m'a dit clairement qu'il y avait peu de choses qu'il pouvait faire à moins que Lachette elle-même ne soit prête à agir. Finalement, quelqu'un m'a connecté à une coordinatrice de défense juridique à Charlotte qui a accepté de parler avec moi informellement. J'avais gardé son numéro depuis. C'était la première fois que je l'utilisais. Lachette m'observait depuis la table de la cuisine pendant que je parlais. J'ai gardé ma voix à niveau parce que la panique confond les situations comme celle-ci. La précision compte plus. La femme au téléphone a posé des questions pratiques. James avait-il distribué quelque chose déjà? Y avait-il des captures d'écran? Y avait-il des incidents antérieurs documentant l'intimidation? Lachette pouvait-elle accéder en toute sécurité à ses comptes et appareils? Quand je suis revenu dans la cuisine, Lachette m'observait toujours. Qui était-ce, a-t-elle demandé. Quelqu'un qui peut nous guider à travers ceci. De la bonne façon, ai-je dit. Je me suis assise de nouveau et ai fait glisser le téléphone vers elle. Un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis j'ai regardé. Quelque chose bougeait dans son visage. Pas de soulagement, de la reconnaissance. Comme si elle voyait enfin clairement que je n'avais pas bougé émotionnellement. Tout ce temps. J'avais bougé prudemment. À 8 heures le matin suivant, Lachette était sur un appel avec l'avocate de la défense à Charlotte. Je ne l'avais pas trouvée. Rapidement. Après l'incident du poignet, j'ai passé des journées à appeler des numéros qui ne menaient nulle part. Des bureaux qui ne rappelaient jamais, des références qui se transformaient en boîte vocale. Une femme qui m'a dit brusquement que sans rapport de police, il y avait seulement tant que quelqu'un pouvait faire. L'avocate que Lachette a finalement atteinte était la 4e personne que je contactais et la première qui a écouté tout le chemin avant de parler. J'avais parlé à elle 3 semaines plus tôt parce que j'avais compris assez sur les hommes comme James pour savoir que les hommes acculés atteignent tout ce qui reste. L'avocate a guidé Lachette à travers le processus de rapport. Prudemment. Elle était aussi honnête sur les limites de cela. Un rapport seul n'arrêterait pas James de faire quoi que ce soit. Il créait une documentation. Un calendrier, un dossier qui comptait s'il s'intensifiait. Ce même après-midi, Lachette a déposé le rapport, l'encadrement de la porte bloquée, le poignet,
la photographie bleue du dossier verrouillé, la voix contrôlée dans son visage. Suivi du mot « réagir de manière excessive », les dates, le contexte. À la fin de la journée, son message de chantage ne flottait plus en isolation. Il existait à côté d'un schéma documenté d'intimidation attaché à une représentation juridique. C'était la première couche du troisième mouvement. La deuxième couche était la mienne. Je tenais la documentation complète d'Atlanta. Depuis le jour où la femme qui m'avait trouvé l'avait envoyé dans ma boîte de réception. Les dossiers d'appel d'offres, les paiements des fournisseurs, les communications internes. Le schéma que James avait passé des années à prétendre n'était pas un schéma. J'avais déjà utilisé des parties de cela prudemment. L'examen de conformité qui lui avait coûté son travail. Les conversations tranquilles qui ont endommagé ses perspectives de récupération. Je n'avais jamais tout publié parce que je n'avais jamais été certaine jusqu'où James irait. Maintenant j'étais. Même alors, l'avocate m'a mise en garde contre faire des menaces émotionnelles que nous ne pouvions pas supporter légalement. Nous avons passé près d'une heure à resserrer le langage, supprimer les suppositions. S'en tenir uniquement à ce qui pouvait être documenté et vérifié. Cela comptait. En fin d'après-midi, une communication formelle a été envoyée à l'avocat de James. Précise, contrôlée. Tout harcèlement futur, contact direct, pression d'un tiers, ou distribution d'images privées déclencherait une intensification immédiate, y compris la soumission de la documentation d'Atlanta au conseil de licence pertinent et aux parties déjà connectées à l'enquête antérieure sur les achats. Pas de promesses, pas de dramatique, juste des conséquences attachées à la preuve. L'avocate nous a dit qu'il n'y avait toujours aucune garantie que cela l'arrêterait. Les hommes comme James s'intensifient parfois de toute façon. Mais maintenant il le ferait, comprenant qu'il y avait une piste documentée qui l'attendait de l'autre côté. Je veux vous dire à quoi cela ressemblait quand tout ce que la Chette avait rassemblé était finalement assis ensemble dans un endroit. La photographie du poignet qu'elle a prise sans comprendre totalement. Pourquoi? Le reçu de Raleigh de la buanderie, les captures d'écran transférées du téléphone de James pendant qu'il se douchait. Le dossier verrouillé qu'elle construisait pièce par pièce tout en essayant encore de se convaincre que son mariage pouvait survivre. Elle documentait lui bien avant qu'elle n'admette pour elle-même qu'elle avait besoin de protection. James a reçu la communication ce soir-là. Pendant 2 heures, il n'y avait rien. Puis un message est arrivé, non. Pas à la Chette, à l'avocate, 3 lignes, en colère, prudent, ni en tout temps. Sonnant soudainement très conscient des conséquences. Après cela, le silence. Aucun appel, aucune menace, aucune image envoyée à personne. Juste le silence. Pas le genre de performance. Pas le genre de surveillance. Le genre qui vient d'un homme réalisant pour la première fois que les gens autour de lui n'ont plus peur de la manière dont il a besoin qu'il le soit. Ce silence était là. Chose la plus bruyante que j'avais entendue en moi. J'ai pris une décision le matin après que James soit devenu silencieux. La Chette n'avait pas besoin de regarder ce qui est arrivé ensuite. Non pas parce qu'elle ne pouvait pas le gérer. Elle l'avait déjà fait. Mais il y a un genre de liberté qui vient de ne plus suivre la chute de la personne qui vous a fait du mal. Je voulais qu'elle expérimente la fin de James non pas comme un divertissement ou une vengeance, mais comme de la distance. Une distance tranquille qui continuait à s'élargir d'elle-même. Alors quand des informations ont commencé à l'atteindre, et elles l'ont fait parce que les gens parlent toujours, je les ai redirigés doucement. Tu n'as pas besoin de ça. Laisse-le aller. Pour la première fois, elle a écouté sans résistance. Qu'est-ce qui est arrivé à James? Il a suivi surtout à une distance. La femme de la relation parallèle a refait surface en 2 semaines. Elle avait sincèrement cru qu'elle était le vrai avenir. La femme que James
prévoyait de construire avec une fois qu'il était libre du mariage qu'il décrivait constamment comme temporaire. Quand elle a réalisé que le mariage avait eu lieu alors qu'il lui faisait encore des promesses, elle a réagi mal. Assez publiquement pour que les gens autour d'eux commencent à connecter des pièces que James avait passé des années à garder séparées. Tout le monde n'a pas immédiatement cru. Cela comptait. Un ancien collègue l'a défendu au début. Un autre a dit que la situation d'Atlanta avait probablement été exagérée. Mais ensuite, plus de détails ont fait surface. Des captures d'écran, des dates qui s'alignaient trop proprement. Des histoires de gens qui avaient tranquillement arrêté de lui faire confiance bien avant que tout cela ne devienne visible. C'était comment le changement est vraiment arrivé. Pas tout à la fois, pas dramatiquement, la confiance en lui a simplement commencé à s'amincir pièce par pièce. Les appels ont arrêté d'être retournés. Les réunions de réseautage sont devenues inconfortables. Une conversation de conseil qu'il essayait de raviver a disparu après 2 réunions reportées et un courriel final qui n'a jamais reçu de réponse. 1 mois plus tard, il a quitté Charlotte entièrement. Pas publiquement, pas dramatiquement. L'un des contacts mutuels que Lachette avait l'habitude de travailler avec a mentionné avoir entendu qu'il avait pris un poste temporaire en dehors de la ville à travers quelqu'un qui le connaissait à peine. Petite entreprise, paye inférieure, aucun vrai statut attaché à lui. La documentation d'Atlanta assise dans la possession d'un avocat compliquait tout davantage. Personne ne voulait entrer en affaire avec un homme portant des allégations de achat non résolues et une pression juridique active autour du harcèlement et des menaces de chantage. La Caroline du Nord avait été son début. Propre parce que personne là-bas ne savait ce qui s'est passé à Atlanta. Maintenant, assez de gens le savaient. Il n'était toujours pas ruiné du jour au lendemain. Je veux être honnête à ce sujet. Les hommes comme James s'effondrent. Rarement en un moment cinématique. Ils rétrécissent graduellement. Les opportunités se rétrécissent. Les pièces deviennent froides envers eux. La version d'eux-mêmes qu'ils construisent arrête de fonctionner aussi efficacement qu'elle avait l'habitude. C'était ce qui lui arrivait. Des pièces atteignaient encore Lachette. Parfois un contact mutuel mentionnant qu'il avait déménagé de l'appartement. Quelqu'un au travail demandant avec désinvolture si les rumeurs étaient vraies. Une fois un message d'un numéro inconnu qui disait simplement « Il a fait la même chose à elle, aussi. Chaque fois qu'elle venait à moi, je répondais de la même manière. Tu n'as pas besoin de ça. Laisse-le aller. » Un soir, elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine et a dit « Doucement, maman, je ne ressens rien. Je pensais que je ressentirais quelque chose maintenant. » Elle n'était pas contrariée, juste surprise. Je l'ai regardé un moment. Ce n'est pas rien, ai-je dit. C'est la paix qui commence. Elle est restée assise avec ça tranquillement, puis a hoché une fois. Comme si quelque chose s'était installé en place à l'intérieur d'elle. Plus tard. Cette nuit-là, je suis passé devant l'encadrement de sa chambre. Elle était debout à la fenêtre de sa chambre d'enfance. Pas en train de pleurer, pas en train de fixer son téléphone, pas en train de rejouer de vieux messages ou de chercher des mises à jour sur James. Juste debout là dans le calme dans une maison où personne ne surveillait son ton. Personne ne recalculant ses émotions. Pour un levier. Personne n'attendant qu'elle devienne plus petite pour qu'il puisse se sentir plus grand. Juste le calme. J'ai continué à marcher. Elle n'avait pas besoin de moi en ce moment. C'était le point. Je suis descendu un dimanche matin et ma fille avait fait mon café. C'était une si petite chose. Elle était debout au comptoir avec son dos vers moi de la même façon qu'elle avait l'habitude de faire quand elle rentrait de l'université pendant sa première année. Toujours à mi-chemin entre fille et femme, toujours s'apprenant elle-même. Le café était déjà versé.
Elle s'était souvenue exactement comment je le prends. C'était la chose qui a presque défait moi. Non pas le mariage, non. Pas les appels téléphoniques, non pas même le silence qui est arrivé après. Juste une tasse de café faite correctement par quelqu'un qui se souvenait encore de moi sous tout ce qui s'était passé. Je me suis assise et elle a apporté les 2 tasses à la table. La lumière du matin venait à travers la fenêtre de la cuisine dans la même inclinaison qu'elle avait toujours eu les dimanches. Aucun de nous n'a parlé pendant un moment. C'était ordinaire. Le genre d'ordinaire que les gens sous-estiment jusqu'à ce qu'ils le perdent presque. Finalement, elle a posé sa tasse. J'aurais dû écouter, a-t-elle dit doucement. Je savais que quelque chose n'allait pas avant le mariage. J'ai juste continué à me dire que je l'imaginais. Je suis désolé, maman. Elle ne l'a pas adouci avec des excuses. Pas de blâme sur le stress. Pas de blâme sur l'amour. Juste la vérité. Posée doucement sur la table entre nous. J'ai regardé ma fille, cette femme que j'avais vue dériver, une conversation prudente à la fois. Cette femme qui avait commencé à manquer les appels du dimanche et à répéter les opinions de James devant moi comme si elles étaient ses propres pensées. Cette femme qui avait été debout dans une buanderie tenant la preuve et n'était toujours pas prête à nommer ce qu'elle savait déjà. Et cette même femme assise en face de moi. Maintenant, de retour. Je sais, ai-je dit. Et tu n'as pas à continuer à te punir pour ça. Ses yeux se sont levés à ce sujet. Je pense qu'une partie d'elle s'attendait à ce que je veuille plus de souffrance de sa part, plus d'excuses, plus de culpabilité pour équilibrer ce qui s'était passé entre nous. Mais ça n'avait jamais été ce que je voulais. Je voulais ma fille de retour. Elle a expiré lentement et a pris son café de nouveau. Nous sommes restés assises tranquillement pendant une autre minute avant que je mentionne une recette que je n'avais pas faite depuis des années. Quelque chose d'assez compliqué pour prendre tout l'après-midi et assez d'espace de comptoir pour que 2 personnes travaillent côte à côte sans se cogner les coudes. Elle a levé les yeux. Puis-je aider ? 2 petits mots portant tout dessous. Les dimanches perdus, la distance, les vacances manquées, la façon dont James s'était lentement positionné au centre de chaque pièce jusqu'à ce que tout le monde doive rétrécir autour de lui. J'ai pensé à la table du dîner où cela a commencé, le trajet vers la maison après, le message d'Atlanta qui est arrivé pendant ma pause déjeuner et a changé la direction de tout ce qui est venu après. Et j'ai pensé à combien facilement cette histoire aurait pu finir différemment si Lachette était restée un mois de plus, peut-être même une semaine de plus. C'était la partie que je ressentais encore parfois quand la maison devenait assez calme. Pas de la colère, juste la conscience de combien près nous étions de perdre plus que nous ne l'avons fait. J'ai pris ma tasse de café et j'ai regardé ma fille en face de la table. Puis j'ai souri. Nous sommes encore ici, ma chérie, ai-je dit. C'est ce qui compte.